Ce 22 octobre 1885, M. Aguilar, propriétaire d'un kiosque à journaux adossé à la gare de Paris-Montparnasse, retourne à son petit kiosque qu'il a confié à son épouse. Il peut la voir au loin faire du tricot quand un fracas se fait entendre. C'est sous ses yeux qu'une locomotive transperce la façade de la gare avant de tomber dans la rue en contrebas. La gare Montparnasse, qui n'est pas la même qu'aujourd'hui, portait le nom de la gare de l'Ouest. Tout simplement parce qu'elle a été construite par la compagnie des chemins de fer de l'Ouest. Les trains qui y arrivent desservent la région. Ils atteignent le bâtiment grâce à un viaduc passant au-dessus de l'avenue du Maine et du boulevard Edgar Quinet dans un hall à 2 entrées. Les 6 voies sont alors situées 9 mètres au-dessus de la chaussée. Ce 22 octobre 1885, le train numéro 56 reliant Granville à Paris part à 8h45. Son arrivée est prévue à 15h55 sur la voie 6. Le train est alors composé d'une locomotive à charbon, d'un tender de charbon, d'un wagon postal, de 3 wagons de transport de bagages, mais encore et surtout de 10 voitures de passagers. Il y a 131 passagers, le pompier de bord, le mécanicien et le chef de train. Lors de son passage à Versailles-Chantier, le train accuse un retard de 7 minutes sur l'heure prévue. Le mécanicien, Guillaume Pellerin, décide alors de forcer l'allure. Il parviendra à rattraper 2 minutes de retard. Mais à quel prix ? Il est 16h quand le train entre en gare à une vitesse estimée entre 40 et 60 km/h. Beaucoup trop rapide pour s'arrêter à temps. Le mécanicien ne se rend compte de son erreur que quand il aperçoit les butoirs. Il actionne frénétiquement les freins, mais rien n'y fait. Le chef de train décide alors d'actionner le système Westinghouse, un système d'urgence qui, en général, s'active en cas de rupture d'attelage. Il est normalement interdit de l'utiliser en gare, mais la fin justifie les moyens. Il est toutefois trop tard. La locomotive heurte de plein fouet les butoirs, transperce le béton situé au bord des voies et traverse la terrasse qui domine la place de Rennes, qui porte aujourd'hui le nom de place du 18 juin 40. En fin de parcours, il défonce le mur de la façade, un mur surmonté d'une vitre, passe par-dessus un balcon en pierre avant de tomber dans la rue. La locomotive bascule dans le vide et s'enfonce dans le sol sur une profondeur de 80 cm. En contrebas se trouve un arrêt de tram, bordé de kiosques à journaux. L'arrêt était heureusement vide. Alors à l'époque, les trams sont des diligences tirées par des chevaux. Ces derniers, qui tiraient un attelage bondé, se sont affolés à cause du bruit retentissant dans la gare. Ils sont partis en courant, emportant leurs passagers avec eux. Le tender à charbon, toujours attaché à la fois à la locomotive et à la voiture de tête, pend dans le vide. Les freins, qui se sont activés trop tard, ont quand même permis au train de rester tendu, ce qui a empêché les voitures de rentrer les unes dans les autres au moment de la décélération. Les wagons de passagers sont restés en gare et n'ont pas chaviré. Le mécanicien et le chef de train sont éjectés de l'attelage par le choc avec les heurtoirs et sont gravement blessés, ce qui est aussi le cas du pompier de bord et de 2 passagers. Dans la rue, une passante sera aussi blessée par la chute d'un bout de façade. La plupart des autres passagers souffrent de contusions mineures. Il y a cependant un décès. Marie-Augustine Aguilar, 37 ans, mère de 2 enfants de 5 et 9 ans. Elle est écrasée par une pierre tombée de la façade, mais aussi par le cendrier de la locomotive. Elle gardait alors le kiosque à journaux de son mari. Elle est morte sur le coup. La compagnie des chemins de fer de l'Ouest, propriétaire du train et du réseau, prend en charge les frais d'obsèques de la jeune mère et verse une rente annuelle à ses 2 enfants. Ils promettent même de leur offrir une position dans la compagnie quand ils en auront l'âge s'ils le désirent. Le dysfonctionnement des freins ne sera pas pris en compte par la justice. Le mécanicien et le chef de train auraient dû entamer le ralentissement avant l'entrée en gare et ne pas activer les freins uniquement à la vue des butoirs. Garnier sera condamné à 25 francs d'amende et Pellerin, lui, devra s'acquitter de 50 francs et aura aussi une peine de prison avec sursis. Enlever le train prendra aussi environ 4 jours. Il faut d'abord détacher les voitures du tender, puis les remettre sur les rails. Il faut ensuite récupérer ce dernier qui pend dans le vide sans qu'il tombe.
Il est donc sécurisé à des locomotives situées dans la gare avant d'être désolidarisé de sa propre locomotive, puis il est tiré par l'arrière. La motrice sera déplacée grâce à un treuil spécial utilisé pour construire des ponts en métal. Elle sera réparée puis remise en service. Cet accident a fait le tour du monde. Un train qui déraille à cause d'un problème de frein est toujours impressionnant, mais un train qui tombe d'une hauteur de 10 mètres avant de s'enfoncer dans la rue en contrebas est spectaculaire. La photographie en a encore à ses débuts, mais des photographes ont permis d'immortaliser ce moment, rendant cet événement d'autant plus historique. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur une des vidéos qui s'affichent, il y a même une playlist. Vous pouvez aussi vous abonner, liker la vidéo ou laisser un commentaire. Toutes ces actions m'encouragent à continuer dans ma lancée. Et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau documentaire.